Il existe des moments où un système ne s'effondre pas, mais se transforme silencieusement. Aucun bruit, aucune déclaration spectaculaire, seulement un léger déplacement de frontières, presque imperceptible, mais aux conséquences durables. Depuis plusieurs mois, quelque chose d'inhabituel se produit au cœur des grandes institutions démocratiques. Des règles longtemps considérées comme acquises cessent d'être évidentes. Des protections autrefois implicites deviennent conditionnelles. Et certaines certitudes, que l'on croyait immuables, commencent à être réinterrogées. Rien ne semble urgent. Et pourtant, tout paraît instable. Les mécanismes continuent de fonctionner, mais leur logique interne évolue. Ce qui relevait autrefois de la tradition devient désormais un objet d'analyse juridique. Un silence particulier accompagne ce mouvement. Un silence institutionnel, fait de prudence et de retenue, mais aussi d'une conscience aiguë du risque que représente toute clarification tardive. Car poser certaines questions, c'est accepter que leurs réponses modifient durablement l'équilibre du pouvoir. C'est reconnaître que ce qui protégeait hier peut exposer demain. Au centre de cette transformation, une interrogation s'impose progressivement, sans être formulée explicitement. Jusqu'où une fonction peut-elle protéger un individu lorsque les actes commis dépassent le cadre attendu de cette fonction? Cette question n'est pas nouvelle, mais pour la première fois, elle cesse d'être théorique. Les États-Unis traversent une phase où les équilibres institutionnels sont soumis à des tensions inhabituelles. Ce n'est pas une crise brutale, c'est une accumulation. Une superposition de procédures, de recours, de décisions judiciaires et de débats constitutionnels qui, pris séparément, paraissent techniques, mais qui, ensemble, modifient la perception du pouvoir exécutif. Depuis plusieurs années, la frontière entre politique et justice s'est progressivement estompée. Les conflits qui relevaient autrefois de l'arbitrage électoral ou du débat parlementaire se retrouvent désormais devant les tribunaux. Cette judiciarisation n'est pas propre aux États-Unis, mais elle y prend une dimension particulière en raison du rôle central accordé à la Constitution et à l'interprétation de ses principes fondateurs. Dans ce contexte, la présidence n'est plus seulement un poste de commandement. Elle devient un objet d'analyse juridique permanente. Chaque décision, chaque déclaration, chaque initiative est susceptible d'être relue à la lumière du droit pénal, du droit constitutionnel et des précédents jurisprudentiels. La Cour suprême des États-Unis, longtemps prudente sur ces questions, se retrouve au cœur de ce mouvement. Son rôle n'est plus uniquement de trancher des litiges précis, mais de fixer des lignes de force destinées à s'appliquer bien au-delà des affaires immédiates. Cette évolution intervient dans un climat politique marqué par une polarisation durable. Les institutions sont observées, commentées, parfois contestées. Chaque décision judiciaire est scrutée pour ses implications politiques, même lorsque son raisonnement se veut strictement juridique. C'est dans ce cadre que la notion d'immunité présidentielle, longtemps considérée comme une évidence fonctionnelle, revient au centre du débat, non parce qu'elle aurait disparu, mais parce que ses contours deviennent moins automatiques, moins implicites et donc plus discutés. Le moment est également sensible sur le plan du calendrier. Les procédures engagées, les recours en cours et les décisions attendues s'inscrivent dans une séquence où le temps judiciaire et le temps politique ne coïncident plus parfaitement. Cette désynchronisation crée un espace d'incertitude dans lequel les règles continuent de s'appliquer, mais où leurs effets deviennent plus difficiles à anticiper. C'est cette toile de fond, faite de continuité institutionnelle et de tensions latentes, qui donne à la question de l'immunité présidentielle une portée dépassant largement le cas individuel qu'elle semble concerner. Dans ce contexte institutionnel tendu, une décision attendue de longue date a été rendue publique. La Cour suprême des États-Unis s'est prononcée sur la portée de l'immunité pénale du président des États-Unis, une question qui n'avait jamais été tranchée de manière aussi explicite. L'arrêt précise que le président bénéficie d'une protection pénale pour certains actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Cette protection est qualifiée d'absolue lorsqu'il s'agit de prérogatives constitutionnelles centrales, directement liées à l'autorité exécutive. Pour d'autres actes, considérés comme officiels mais périphériques, la Cour introduit une immunité dite présumée, susceptible d'être remise en cause après examen par des juridictions inférieures.
En revanche, les actes jugés non officiels, personnels ou extérieurs au cadre institutionnel ne bénéficient d'aucune immunité. La Cour ne statue pas sur des faits précis. Elle ne désigne pas de responsabilité individuelle. Elle établit un cadre juridique général, laissant aux tribunaux le soin d'appliquer ces principes à chaque dossier. Cette décision concerne directement plusieurs procédures judiciaires impliquant Donald Trump, ancien président des États-Unis. Parmi ces procédures figurent des chefs d'accusation relevant du droit pénal fédéral, dont certains prévoient, dans leur formulation légale, des peines maximales pouvant atteindre 20 ans d'emprisonnement. Ces montants correspondent à des plafonds théoriques inscrits dans les textes. Ils ne constituent ni une évaluation judiciaire, ni une indication sur une peine future. Aucune condamnation n'a été prononcée à ce stade et les procédures concernées suivent encore des trajectoires juridiques distinctes. La publication de l'arrêt a suscité des réactions immédiates dans le monde juridique et politique. Des experts en droit constitutionnel ont souligné le caractère inédit de la distinction opérée par la Cour. D'autres ont insisté sur le fait que cette décision ne mettait pas fin à l'immunité présidentielle, mais en redéfinissait les contours. Sur le plan institutionnel, l'arrêt marque un tournant. Il établit que la protection attachée à la fonction présidentielle n'est plus globale ni automatique. Elle dépend désormais de la qualification précise des actes, de leur contexte et de leur lien avec les missions constitutionnelles du président. Cette clarification, attendue depuis longtemps, ouvre une nouvelle phase. Non pas celle d'un verdict, mais celle d'une interprétation progressive, dossier après dossier, par les juridictions chargées de mettre en œuvre les principes posés par la Cour suprême. Au-delà des principes affichés, un élément précis de la décision mérite une attention particulière. Un élément discret, presque technique, mais dont les implications dépassent largement le cadre du dossier. La Cour suprême des États-Unis ne définit pas elle-même ce qu'est un acte officiel dans le détail. Elle établit des catégories générales, puis renvoie l'appréciation concrète aux juridictions inférieures. Autrement dit, la protection présidentielle n'est plus déterminée une fois pour toutes au sommet de la hiérarchie judiciaire. Elle devient une question d'interprétation progressive. Ce choix n'est pas neutre. Il transfère une part du pouvoir de délimitation de l'immunité vers les tribunaux de première instance et d'appel. Chaque affaire, chaque séquence factuelle, chaque intention supposée devra désormais être examinée au cas par cas. Un second point, souvent moins commenté, accentue cette évolution. La Cour précise que, pour contester l'immunité présumée d'un acte officiel, les procureurs devront démontrer que la poursuite ne crée pas un risque excessif d'entrave au fonctionnement de l'exécutif. Mais elle ne fixe pas de seuil clair pour cette démonstration. Il en résulte une zone d'incertitude, une zone où la protection existe, mais peut être fragilisée. Une zone où la fonction continue d'être défendue sans garantir une sécurité totale à l'individu qui l'occupe ou l'a occupé. Dans ce cadre, les procédures visant Donald Trump prennent une dimension particulière, non parce qu'elles seraient déjà tranchées, mais parce qu'elles deviennent des terrains d'expérimentation juridique, des affaires à travers lesquelles les tribunaux vont concrètement donner un contenu réel aux principes posés par la Cour suprême. Ce déplacement est subtil, mais fondamental. Il signifie que l'immunité présidentielle n'est plus un bouclier uniforme. Elle devient une construction jurisprudentielle évolutive dépendante du contexte, des faits et du raisonnement des juges. Enfin, un dernier détail mérite d'être souligné. La Cour évite soigneusement de se prononcer sur les conséquences politiques de cette nouvelle architecture. Elle se limite à un raisonnement juridique, laissant aux autres institutions le soin d'en absorber les effets. Ce silence n'est pas un oubli. Il reflète une conscience aiguë du caractère sensible de la décision. Et il ouvre la voie à une phase où le droit avance, pendant que la politique observe, parfois en retrait, parfois sous tension. Pour mesurer la portée réelle de ce qui est en train de se produire, il faut quitter le terrain immédiat des procédures en cours et replacer la décision dans une perspective plus large, non pas celle d'un dossier, mais celle d'un système. L'immunité présidentielle n'a jamais été conçue comme une protection personnelle durable.
Elle s'inscrivait dans une architecture institutionnelle pensée pour un monde où la retenue, la coutume et la responsabilité politique jouaient un rôle central. Un monde où la sanction principale d'un président restait électorale, historique ou morale, bien plus que pénale. Or, ce monde a évolué. La multiplication des recours, l'accélération du temps médiatique et la judiciarisation croissante de la vie publique ont progressivement déplacé le centre de gravité du pouvoir. Là où les conflits étaient autrefois arbitrés par le vote ou par les équilibres internes au Congrès, ils sont désormais tranchés par des juges. Ce phénomène n'est pas entièrement nouveau. Dans l'histoire américaine, plusieurs épisodes ont déjà mis en tension la relation entre l'exécutif et le judiciaire. Mais jusqu'à présent, ces tensions se résolvaient sans que la question pénale personnelle d'un ancien président ne devienne centrale. Ce qui change aujourd'hui, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, l'acceptation implicite que des actes politiques puissent être relus à travers le prisme du droit pénal. Ensuite, le choix assumé de laisser cette relecture se faire de manière décentralisée par une succession de juridictions. Enfin, l'absence d'un mécanisme clair permettant de refermer rapidement le débat. Dans cette configuration, la présidence cesse d'être un sommet isolé. Elle devient un nœud dans un réseau de responsabilités exposé à des interprétations différées dans le temps. Ce déplacement modifie la nature même de l'autorité exécutive. Un précédent se dessine. Non pas celui d'une condamnation, mais celui d'une disponibilité permanente à l'examen judiciaire. Chaque futur président devra intégrer cette donnée dans son calcul de décision consciemment ou non. Cette évolution soulève une question structurelle. Un pouvoir exécutif peut-il rester pleinement fonctionnel lorsqu'il sait que certaines de ses décisions, même qualifiées d'officielles à l'instant T, pourront être réévaluées des années plus tard sous un autre angle juridique? À l'échelle internationale, cette transformation n'est pas sans écho. D'autres démocraties observent attentivement la manière dont les États-Unis redéfinissent l'équilibre entre responsabilité et stabilité. Non pour imiter mécaniquement ce modèle, mais pour en mesurer les effets à long terme. Ce qui est en jeu, au fond, n'est pas la survie d'une institution, mais sa capacité à s'adapter sans perdre sa cohérence interne. Un système fondé sur l'équilibre peut-il absorber une telle redéfinition sans glisser vers l'excès de contrôle ou, à l'inverse, vers l'impuissance? La réponse ne se trouvera pas dans un arrêt unique. Elle émergera progressivement à travers une série de décisions, de réactions institutionnelles et de réajustements silencieux. Lorsque des lignes juridiques se déplacent au sommet de l'État, leurs effets ne restent pas confinés aux tribunaux. Ils diffusent lentement, parfois de manière presque imperceptible, vers l'économie, la stabilité institutionnelle et la psychologie collective. Sur le plan économique, l'incertitude juridique n'agit pas comme un choc immédiat, mais comme un facteur de friction. Les marchés financiers, les investisseurs institutionnels et les entreprises multinationales accordent une attention particulière à la prévisibilité des règles. Lorsque le statut juridique de la fonction présidentielle devient conditionnel, même sans condamnation, la perception du risque évolue. Elle ne provoque pas nécessairement des retraits massifs, mais elle modifie les horizons de décision, rallonge les délais, renforce la prudence. Dans le domaine de la stabilité institutionnelle, l'effet est plus diffus encore. Les administrations continuent de fonctionner. Les agences exécutives appliquent les directives. Mais l'idée qu'un ancien président puisse être exposé a posteriori à une relecture pénale de certaines décisions introduit une forme de retenue structurelle. Non pas une paralysie, mais une attention accrue aux conséquences futures. Cette attention se traduit par des procédures plus lourdes, des validations multiples, une recherche constante de couverture juridique. À court terme, cela peut renforcer la rigueur. À long terme, cela peut ralentir l'action. Sur le plan de la sécurité et des relations internationales, l'impact est indirect mais réel. Les partenaires des États-Unis observent comment la première puissance mondiale gère la responsabilité de son exécutif. La continuité des engagements est scrutée à travers le prisme de la solidité institutionnelle.
Toute impression de fragilisation prolongée, même maîtrisée, alimente des calculs stratégiques chez les alliés comme chez les concurrents. Enfin, l'effet le plus sensible se situe peut-être au niveau de la psychologie sociale. Dans une démocratie, la confiance dans les institutions repose autant sur leur capacité à sanctionner que sur leur aptitude à protéger la fonction qu'elles incarnent. Lorsque ces deux exigences entrent en tension, le public ne réagit pas toujours par rejet ou par soutien explicite. Il adopte souvent une posture d'observation prudente, parfois teintée de lassitude. Ce climat n'est ni celui de la panique, ni celui de l'indifférence. Il correspond à une phase d'ajustement où les repères se déplacent sans disparaître. Les citoyens continuent de voter, de débattre, de contester, mais avec une conscience accrue de la complexité des mécanismes à l'œuvre. Ainsi, l'impact réel de la redéfinition de l'immunité présidentielle ne se mesure pas seulement en termes juridiques. Il se lit dans les comportements, les attentes et les temporalités, dans la manière dont une société accepte que ses institutions évoluent lentement, sans rupture visible, mais avec des effets durables. À partir du cadre désormais posé, deux trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne s'excluent pas nécessairement. Elles représentent deux directions possibles, conditionnées par des choix institutionnels, des décisions judiciaires et des réactions politiques qui restent, à ce stade, ouvertes. Dans un premier scénario, la dynamique actuelle se prolonge. Les juridictions inférieures s'approprient progressivement la grille d'analyse définie par la Cour suprême des États-Unis. Elles qualifient les actes au cas par cas, avec une prudence méthodique, mais sans réticence à examiner la dimension pénale lorsque les faits s'y prêtent. Dans cette configuration, la présidence s'adapte à un environnement où la protection n'est plus automatique. Les futurs titulaires de la fonction intègrent cette donnée dans leur manière de gouverner. Les décisions les plus sensibles sont entourées de précautions juridiques renforcées. Les chaînes de validation s'allongent. La recherche de traçabilité devient centrale. Ce scénario ne conduit pas nécessairement à une multiplication des condamnations. Il conduit surtout à une transformation silencieuse de l'exercice du pouvoir, où la conscience du risque pénal futur influe sur l'action présente. Le système gagne en responsabilité formelle, mais peut perdre en réactivité stratégique. Un second scénario repose sur un mouvement de rééquilibrage. Face aux effets cumulés de l'incertitude, les institutions cherchent à clarifier plus rapidement les frontières. Les juridictions établissent des critères plus stables pour distinguer les actes officiels des actes non officiels. Le Congrès, de son côté, pourrait être conduit à préciser certains cadres législatifs afin de réduire les zones d'ambiguïté. Dans ce cas, l'épisode actuel resterait circonscrit. Il servirait de rappel plutôt que de refonte durable. La présidence retrouverait une marge de manœuvre plus lisible sans pour autant revenir à une immunité globale et implicite. Ce scénario n'implique pas un retour en arrière complet. Il suppose plutôt une phase d'apprentissage institutionnel où les différents pouvoirs ajustent leurs pratiques pour préserver à la fois la responsabilité et la stabilité. Dans les deux hypothèses, le rôle de Donald Trump demeure celui d'un point de référence. Non comme une exception isolée, mais comme un cas à partir duquel le système s'observe lui-même. Les décisions prises à son égard, quelles qu'elles soient, pèseront moins par leurs résultats immédiats que par les principes qu'elles confirmeront ou infléchiront. Aucun de ces scénarios ne s'impose aujourd'hui avec certitude. Ils coexistent, s'entrecroisent et dépendent de facteurs multiples, parfois imprévisibles. C'est précisément cette absence de conclusion définitive qui confère à la période actuelle son caractère particulier. Au terme de cette séquence, une chose apparaît clairement. Le débat n'a pas été refermé. Il a été déplacé. La décision de la Cour suprême des États-Unis n'a pas tranché le sort d'un individu. Elle a redessiné un cadre dans lequel la protection attachée à la fonction présidentielle subsiste, mais ne s'impose plus comme une évidence automatique. Ce déplacement est discret, presque technique. Pourtant, il modifie la manière dont le pouvoir est perçu, exercé et évalué dans le temps. Il rappelle que certaines questions, longtemps maintenues à distance, finissent par s'imposer lorsque les circonstances les rendent inévitables. La présidence américaine entre ainsi dans une phase d'observation prolongée.
Chaque décision judiciaire, chaque interprétation, chaque silence institutionnel contribuera à préciser les contours de cette nouvelle architecture. Rien ne se jouera en une seule audience. Rien ne se résoudra par un verdict isolé. Ce qui demeure incertain, ce n'est pas seulement l'issue des procédures en cours. C'est la capacité du système à absorber cette clarification sans perdre l'équilibre qu'il cherche à préserver, à maintenir simultanément la responsabilité des individus et la stabilité de la fonction. La question posée au début reste donc entière. Jusqu'où une fonction peut-elle protéger celui qui l'exerce lorsque le temps judiciaire rejoint le temps politique? Et inversement, jusqu'où un système peut-il exposer ses dirigeants sans fragiliser ce qu'il entend défendre? Les réponses ne viendront ni rapidement ni de manière uniforme. Elles se construiront lentement au fil des décisions et des ajustements. C'est dans cette lenteur même que réside l'enjeu: observer, comprendre, sans céder à la précipitation. Si vous appréciez les analyses calmes et approfondies sur l'actualité internationale, vous pouvez soutenir le travail de French Global Affairs en vous abonnant à la chaîne. Cela permet simplement à ce travail d'analyse de se poursuivre dans le temps et d'aborder ces évolutions complexes avec la distance et la rigueur qu'elles exigent.